Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous conter un conte de Provence de Paul Arène qui s'appelle Les Clous d'Or. Si vous aimez cette chaîne et que vous souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo quand vous l'aurez terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Les Clous d'Or. Ah, mon pauvre homme, si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or. Ainsi disait, tardive, à Jean Bénistant, un soir d'hiver au coin de l'âtre, pendant que les enfants dormaient. Et Jean Bénistant ne trouvait rien à répondre, car depuis longtemps, par sa faute, les affaires du ménage ne fleurissaient guère. Non pas que Bénistant fût paresseux ou mauvais homme, au contraire, seulement rien ne lui réussissait. Sobre, actif, debout avant l'aube, on ne rencontrait que lui par les chemins et par les rues, préoccupé, flairant le vent et cherchant, là-haut, dans les nuages, un moyen de faire fortune. Généralement, il trouvait une idée chaque matin, car l'esprit ne lui manquait pas. Des idées superbes. Tout d'abord, tout allait à merveille. Mais au dernier moment, les dépenses faites, les choses bien en train, quand il n'avait plus qu'à recueillir les bénéfices, crac. Une catastrophe survenait, et adieu nos projets, adieu nos espérances. Jean Bénistant avait beau se lever de bonne heure, je ne sais quel mauvais génie se levait toujours avant lui. Par exemple, Bénistant avait remarqué que les gens de son endroit, pour aller aux foires et marchés, faisaient un grand détour à cause de la rivière. Il imagina en conséquence de vendre une de ses terres et de construire, avec l'argent, un bac dont il serait le passeur. Le bac fut vite achalandé. Les doubles deniers semblaient pleuvoir du ciel, et Bénistant se croyait déjà riche, quand les moines du couvent voisin, ayant reconnu que la spéculation était bonne, établirent, à un quart de lieue au-dessus, un pont de pierre assez large et assez solide pour porter chevaux et charrettes, de sorte que, abandonné de tous, le bac du pauvre Bénistant finit par pourrir dans les saules. Une autre fois, Bénistant, qui, après un certain nombre d'entreprises pareilles, toujours commençant bien et toujours tournant mal, ne possédait plus, pour toute ressource, qu'un rocher pelé dont les huissiers n'avaient pas voulu. Bénistant essaya d'y cultiver des ruches. Les abeilles se réveilleront là comme chez elles, et leur miel sera bon à cause des lavandes. Tout l'hiver, Bénistant travailla à installer dans les abris de son rocher des troncs d'arbres creux, coiffés en guise de toit de grosses pierres plates, qu'il lui fallait aller chercher très loin, derrière les collines. Et quand approcha le printemps, il se mit à courir la campagne, dépensant ses derniers sous à acheter tous les essaims qui pendaient aux branches. Décidément, dirent les voisins, Bénistant a trouvé la veine. Sa femme elle-même y croyait. Personne n'avait les yeux assez grands au village pour admirer ces 100 ruches bien alignées, d'où coulaient déjà des fils de miel roux, et autour desquelles les abeilles dansaient dans le soleil comme des étincelles d'or. La récolte fut bonne la première année. Elle paya presque les frais. Mais la seconde, les lavandes ayant subitement défleuri à cause de la grande sécheresse, presque toutes les abeilles moururent. Et de nouveau, par malchance, Bénistant se trouva ruiné. Bénistant avait voulu élever des poules. Le renard, en une seule nuit, égorgea poules et poussins, le coq, les pondeuses et les couveuses. Bénistant avait voulu planter des vignes. Un fléau précurseur du phylloxéra, et qui sait, peut-être le phylloxéra lui-même, car notre siècle n'a pas tout inventé, changea ses souches en bois mort.
si bien que, travaillant, épargnant comme une fourmi, la bonne Tardive, sur qui toutes les charges retombaient, se trouvait encore heureuse d'avoir à peu près chaque soir du pain dans la bannetière et sur le feu une bonne soupe fumante qu'elle servait debout, suivant la respectueuse coutume d'autrefois, car autrefois jamais femme n'aurait osé s'asseoir à la table de son seigneur et maître. Mais tout a une fin. Depuis longtemps, la jolie panetière en noyer ciré avait été vendue. Les enfants ce soir-là, ils commençaient d'ailleurs à s'y faire, étaient allés au lit, sans souper, après avoir entendu pour la 20e fois une manière de dédommagement, l'histoire de Jean de l'Ours et de ses grands combats avec l'archidiable, la seule que Bénistan connut. Pour comble de malheur, Ganagobi, le chat de la maison, Ganagobi, pourtant si fidèle, avait disparu. De temps en temps, Tardive se levait et appelait « Ganagobi, Ganagobi !» dans la direction du village. Mais Ganagobi ne revenait pas, chassé par l'odeur de misère. C'est là le grand chagrin qui tranchait l'âme de Tardive. Et c'est ce grand chagrin qui lui avait arraché ce mot de reproche, le seul, en 7 ans sorti de sa bouche. « Ah, mon pauvre homme, si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or. » Elle oubliait, la brave femme, qu'un coup de Mistral avait, 15 jours auparavant, démoli la vieille porte vermoulue dont elle aimait à faire reluire les ferrures. Elle oubliait que, faute de pouvoir la remplacer, ils en étaient réduits, pécaires, à fermer leur cabane avec un buisson. Cependant, Jean Bénistan avait sur le cœur, comme un gros poids, les paroles de Tardive. La femme a raison, songea-t-il. Tout ce qui arrive n'arrive qu'à cause de moi. Si je l'avais laissé mener la barque tranquillement, sans se mêler de rien, nous serions riches. La maison aurait une porte, et les petits ne crieraient pas la faim. Maudites jambes, maudits bras. Que ne me les coupa-t-on en nourrice? Mais je sais maintenant ce qui me reste à faire. Mes jambes et mes bras n'étant bons qu'à être cassés. Alors, profitant de ce que Tardive s'était endormie, il l'embrassa, bien doucement, afin de ne pas la réveiller. Il embrassa de même les enfants, puis, ayant déplacé et replacé le buisson, il s'en alla dans la nuit noire. 8 jours après, Tardive recevait une bourse contenant quelques écus. Elle devina, le pays se trouvant en guerre, que Bénistan avait dû se faire soldat. Bénistan eut des aventures, car il était fort brave et ne s'épargnait point. Un jour, se battant avec des Sarrasins qui venaient de débarquer et pillaient le long de la mer, Bénistan fut laissé pour mort par ses compagnons dans la mêlée. Mort? Non pas, mais évanoui. Il revint à lui entre le ciel et l'eau, au milieu des gens coiffés de turbans. Il comprit qu'on l'emmenait prisonnier sur une tartare, et s'étonnant de ne pas être chargé de chaînes selon l'usage, il s'aperçut qu'il avait les 2 bras cassés chacun d'un coup de feu et les 2 jambes tailladées dans une infinité de coups de sabre, ce qui rendait toute espèce de lien parfaitement inutile. Alors, pensant aux dernières paroles de Tardive, « Maintenant, me voilà sans bras ni jambes. Espérons que notre porte aura bientôt des clous d'or. » Et les bons Sarrasins n'en revenaient pas, massacrés comme il était, de le voir sourire. La tartane accosta sous les remparts d'une ville blanche, autour de laquelle il y avait une plaine de sable, un cimetière sans mur et un petit bois de palmiers. Jean Bénistan, prenant son parti des lois de la guerre, croyait qu'on allait le mettre à mort ou tout au moins le faire esclave. Mais le roi de ces barbaresques, superbe vieillard à longue barbe, voulut d'abord qu'on le guérît. Après quoi, plein d'admiration pour son courage, il lui proposa d'être pacha, ce qui, là-bas, signifie général. Bénistan répondit qu'un chrétien ne se bat pas contre des chrétiens. Mais le roi, lui ayant affirmé par serment
qu'il s'agissait surtout d'aller guerroyer contre les idolâtres, le bon Bénistan accepta. Pendant des années et des années, Bénistan se couvrit de gloire dans des pays lointains et brûlés, sans avoir jamais aucune nouvelle de la France. À la fin, pourtant, il obtint son congé et la permission de repartir accompagné d'un serviteur qui l'aidait à monter sur son cheval et à en descendre, car ses anciennes blessures, et d'autres encore reçues depuis, lui rendaient le corps un peu raide. Après des jours, après des nuits, voyageant par terre et par mer, Jean Bénistan, toujours avec son serviteur, arriva en vue de Marseille. Mais il n'y entra point, non plus que dans aucune autre ville, tant il était pressé de retrouver les siens. Et pourtant, lorsque du haut de la dernière colline, il découvrit sa maisonnette, le cœur lui manqua, et il n'osa pas aller plus avant, car il eut peur soudain que quelqu'un y fût mort. « Remarque, dit-il au moricaud, cette cabane couverte de joncs d'étang, avec une porte qui a l'air neuve. Tu vas te cacher tout près, dans la haie, et tu reviendras me dire ce qui se passera. » Au bout d'une heure, le moricaud revient. « J'ai vu sortir de la cabane une femme en deuil et 6 enfants qui s'en sont allés vers l'église. »« Et qu'as-tu vu encore ?»« J'ai encore vu un vieux chat rouler au soleil sur le seuil. » Alors, Jean Bénistan pleura, de la joie qu'il éprouvait en apprenant que sa femme et ses enfants vivaient et que le chat était revenu. Jean Bénistan sortit 4 clous d'or de sa saquette. « Prends une pierre pour marteau, et pendant que les habitants n'y sont pas, va planter ces clous d'or dans la porte de la cabane. » Quand Tardive revint de l'église, où elle s'était rendue, comme elle faisait toutes les années, au jour anniversaire de la disparition de Jean Bénistan, quand elle aperçut le chat qui, hérissé, soufflait de colère sur le toit, et les 4 clous d'or aux 4 coins de la porte, se souvenant des paroles de jadis, elle s'écria « Courez mes enfants, courez vite au-devant de mon pauvre homme, qui s'en revient de la guerre sans doute, hélas, bien maltraité. » Mais, comme à ce moment, au détour du sentier, Jean Bénistan, aussi fier qu'un roi, apparaissait sur son cheval que le moricaud tenait en bride. Elle ajouta, presque évanouie. « Oh, Dieu soit loué, il a ses bras, il a ses jambes, les clous d'or m'avaient fait grand-peur. » Et Bénistan disait en l'embrassant, « Oui, j'ai mes jambes, oui, j'ai mes bras, mais tellement meurtris et blessés qu'ils ne veulent plus que le repos. Désormais, Tardive, tu peux être tranquille. Sors pour moi le fauteuil, là devant la porte sous la vigne. Mets le vieux chat sur mes genoux, et si, par hasard, il n'y avait pas ce sort de soupe à manger, je rapporte des pays d'Afrique, pour les petits devenus grands, toutes sortes d'histoires plus belles que celles de l'archidiable et de Jean de l'Ours. » Mais c'était là le discours pour rire, comme une joie trop vive en inspire, car à force de peine et de travail, pendant l'absence de Bénistan, Tardive était redevenue presque riche, et lui possédait des trésors. Maintenant, si vous passiez par mon village, je pourrais vous montrer intacte, le brave homme s'y trouvant bien ne voulant jamais habiter d'autre, la cabane de Jean Bénistan. La porte existe toujours. À vrai dire, les clous d'or manquent, mais on voit à la place des trous. Le fifre rouge. « Hé, petit fifre, que fais-tu là » cria le sergent, Laramé, qui s'en allait à la ville voisine quérir la fricassée d'un porc pour le réveillon du colonel. « Voici ce que c'est, monsieur le sergent, » répondit le petit fifre. Sa Majesté le roi, se trouvant dans un besoin pressant d'argent et désirant offrir un château tout neuf en étrenne à sa nouvelle reine, il a été décidé par la cour des comptes que le régiment, musiciens et soldats, ne toucherait pas encore de solde ce mois-ci. Alors, comme grand-mère est pauvre, et que je n'avais pas un liard en poche pour lui acheter sa dinde à Noël, je suis venue jusqu'à la courtine, casser la glace du fossé,
et voir s'il n'y aurait pas moyen de pêcher un plat de grenouilles. « Compte là-dessus, » dit la ramée. « En hiver, les grenouilles dorment. »« Je le sais bien, » répondit le petit fifre, « mais le ciel est bleu, malgré la gelée. Peut-être que ce soleil les réveillera. » Et tandis que le sergent la ramée reprenait sa route en grommelant, le petit fifre, avec courage, se remit à casser la glace. Ce petit fifre, qui aimait tant sa grand-mère, était bien le plus joli petit fifre que l'on pût rencontrer. Pas plus haut qu'une botte et vêtu de rouge, du tricorne au guêtre, comme tout le monde au régiment, il avait une si bonne grâce, avec ses yeux bleus et ses cadenettes, à siffler des airs, en marquant le pas, devant les hallebardiers barbus, que pour le voir passer, dans les entrées de ville, les dames aux fenêtres oubliaient de regarder le tambour-major. Presque autant qu'au rythme guerrier, le fifre s'entendait à la pêche aux grenouilles. Aussi, quand la glace fut percée, le trou déblayé et qu'un joli rond clair apparut, le fifre eut-il bientôt fait d'improviser sa ligne avec un peu de fil qu'il avait apporté et un roseau sec qu'il coupa. L'appât seul manquait au bout du fil. D'ordinaire, notre pêcheur ne s'en inquiétait guère, se servant pour cela du premier coquelicot venu, car les grenouilles sont goulues au point que tout objet rouge les attire. Mais les coquelicots ne fleurissent pas sous la neige, et vainement il en chercha quelqu'un d'attardé, le long des glacis, dans l'herbe transie. Il allait partir, fort ennuyé, quand précisément, au-dessus de l'eau, une grenouille leva la tête. Paresseuse, comme endormie, elle posa ses pattes de devant sur le bord, ouvrit l'un après l'autre ses jolis yeux d'or au soleil, puis gonfla doucement sa gorge blanche et poussa un léger « couac » auquel, par-dessous la glace, dans toute l'étendue des fossés gelés aussi vastes qu'un grand étang, d'autres « couac » lointains répondirent. « Ce doit être la mère des grenouilles » se dit le petit fifre, qui n'avait jamais vu une grenouille si grosse. Quelle occasion et quel dommage de la laisser échapper ainsi. Tout à coup, il eut une inspiration. Si je prenais, en guise d'appât, la patte qui serre mon haut de chausse. Elle est en beau drap rouge d'ordonnance, et certes, les grenouilles y mordraient. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et la patte en drap rouge d'ordonnance se met à danser sur l'eau claire, qu'égayait un joyeux rayon, devant le nez de la grenouille. La grenouille mord, le pêcheur tire, le fil casse, et la grenouille plonge en portant le drap. Par bonheur, la patte était double, on pouvait hasarder la seconde moitié. La grenouille reparaît sur l'eau, mord encore, le fil casse encore, et la seconde moitié va rejoindre la première. Ah, songea le pêcheur, quel mal y aurait-il à couper un tout petit morceau de ceinture ? Personne ne viendra regarder sous les basques de mon juste corps. Et, tirant son couteau, il coupa un petit morceau de ceinture que la grenouille, hélas, emporta comme les autres. Et puis encore un, et puis encore plus bas. Puis, il entama le gras des chausses, tant qu'à la fin, la nuit arrivant, il s'aperçut que sa chemise flottait et que l'énorme échancrure petit à petit faite au drap laissait largement passer la bise. Le sergent la ramée, qui revenait par là avec une charge de victuailles, trouva le malheureux petit fifre assis sur son derrière et pleurant. « Qu'est-ce qui m'a fichu un soldat qui pleure ?» Pour toute réponse, hélas, le petit fifre se dressa et se retourna. « Ah, mauvaise affaire !» murmura le vieux Laramée, après avoir longuement considéré le corps du délit. Détérioration d'effets d'équipement et d'habillement fournis par le gouvernement. C'est un cas de conseil de guerre. Puis, ces mots prononcés,
Il s'en alla en reniflant les poils de sa moustache. Le petit fifre pleura plus fort. Il se voyait déjà arrêté quand il passerait le pont-levis, mis dans un cachot noir, amené entre deux gendarmes devant ses juges. Vainement, il essayait de les attendrir. 10 ans. Ce n'était pas pour moi. C'était pour apporter un plat de grenouille à grand-mère, qui est vieille et pauvre, et n'a pas de quoi faire son réveillon. Le code militaire restait inflexible. On le dégradait, on lui brisait son fifre et sa petite épée. On le conduisait dans une prairie où, 2 mois auparavant, il avait défilé avec la garnison, musique en tête, devant un conscrit fusillé. Alors, songeant à sa grand-mère, transi par le froid, la tête perdue, il eut comme l'envie de mourir tout de suite et se laissa glisser sur le sol gelé vers le trou d'eau noire où déjà les étoiles luisaient. Dans quel merveilleux paysage le petit fifre se trouva. À perte de vue, les voûtes de glace laissaient filtrer une lumière blanche et douce, et de longues herbes vêtues de cristal, montant du fond en fines colonnettes, puis s'en mêlant aux mousses des bords toutes frangées de barbes d'argent, formaient 1000 promenoirs à jour et des architectures brodées les plus magnifiques du monde. À droite, à gauche, le long des berges, dans les petites grottes, trous de rats aquatiques ou d'écrevisses que font sous l'eau les racines et la terre éboulée. Des grenouilles de toute espèce, en nombre innombrable, dormaient. Il en remplissait d'immenses paniers qu'il destinait à grand-mère. Le conseil de guerre ne l'effrayait plus. Il ne se rappelait plus que vaguement le désastre de son haut de chausse. Une seule chose l'étonnait un peu, d'avoir si chaud sous la glace et dans l'eau. Puis, il se sentit très heureux et comprit qu'il allait dormir comme les grenouilles. Le petit fifre dormit longtemps. Tout à coup, une voix connue l'éveilla. C'était la voix de grand-mère. « Chut !» disait-elle, « il ouvre les yeux. »« Oh, le méchant garçon qui vous a fait des transes pareilles !» Le petit fifre fut repris de peur quand il aperçut, au pied de son lit, les yeux embroussaillés et les longues moustaches de la ramée. « Le haut de chausse, le conseil de guerre, ne les laissez pas m'emmener !» Et il s'accrochait avec désespoir au casaquin de sa grand-mère. Mais sa grand-mère le rassura. Ce bon Laramé l'avait tiré de l'eau, à moitié gelé et tremblant la fièvre. Puis, il avait raconté l'aventure au colonel, et le colonel, attendri, venait précisément d'envoyer, par un homme à cheval, une aune de boudin pour le réveillon, avec une paire de chaussures neuves. Le boudin chantait dans la poêle. Des chausses intactes pendaient à un clou. Et voilà, telle que ma nourrice me l'a apprise, l'histoire du petit fifre rouge qui, par amitié pour sa grand-mère, pêchait les grenouilles à Noël. Le chant du fou. Demi-bourgeois et presque riche, il avait, chose invraisemblable, toujours vécu en paysan. Bien mieux, ayant perdu sa femme, il se permit l'idée bizarre de donner tout son bien à des parents éloignés, pour ne garder qu'une rustique maisonnette avec quelques 100 mètres de terrain autour, juste ce qu'il pourrait cultiver lui-même. Et depuis ce temps, il vivait seul, heureux et seul, dans la familiarité de la nature. C'est pour cela que les gens du pays le croyaient fou. Rien de joli, d'ailleurs, comme le petit domaine qu'il s'était arrangé au clos Saint-Laz. Un ermite, à le voir, s'en serait rendu amoureux. Ce que j'appelais tout à l'heure maisonnette, faute de trouver le terme exact, n'était, en réalité, qu'un creux de rocher qui fermait un mur percé d'une fenêtre et d'une porte. Mais le mur était si blanc, un si beau rosier enguirlandait la fenêtre, et de si vigoureuses broussailles faisaient corniche à la place du toit, que cette logette valait un château. À 2 pas, une source claire jaillissait du milieu d'un amas de tuf et de mousse
pour tomber à grand bruit dans le vivier, au-dessous duquel descendait en pente un jardinet arrosé à sa soif même au plus fort de l'été et plein d'arbres et de légumes. Quelques oliviers, un carré de blé, un cordon de vigne assuraient amplement la subsistance du propriétaire. Mais sur ce sol montueux, tout hérissé d'énormes pierres qu'il aurait fallu attaquer à la mine, bien des coins demeuraient incultes. Le bonhomme les mettait à profit pour y planter toutes sortes de fleurs curieuses et rares qu'il allait chercher dans la montagne. Seulement, n'étant pas ingrat, et voulant rendre à la montagne un peu de ce qui lui prenait, il y semait des fleurs de jardin aux endroits les plus solitaires, ou bien greffait sur des sauvageons les meilleures qualités de fruits, heureux par avance de l'étonnement des botanistes et des surprises gastronomiques que sa bienfaisante supercherie préparait aux pâtres et aux coureurs de bois. On l'appelait le Père Noé, sans doute en manière de sobriquet, à cause de son amour pour les bêtes. Quand je le connus, du plus loin que je me souvienne, c'était un homme très vieux, tout blanc, et si affaibli par le grand âge qu'il était obligé, la plupart du temps, de laisser les 3/4 de son bien en friche. Il avait des idées étranges là-dessus, prétendant que tout homme ne doit demander que sa part à la terre, et n'eût pas souffert qu'on l'aidât. Il lui arrivait rarement de rentrer toute sa vendange. Son plaisir était de laisser les plus belles grappes sur le cep. Il faut bien, disait-il, quelques raisins mûrs pour les grives. Mais les grives n'étaient pas seules à picorer dans sa vigne. La vigne à personne, comme nous disions entre galopins, et la plus grosse part nous revenait de ces muscats amollis et cuits, si doux que leur sucre brûlait la langue. Le Père Noé aimait les petits et nous tolérait volontiers. Par exemple, chez lui, défense absolue de toucher au nid et de faire du mal à quoi que ce fût. Le Père Noé se montrait sur ce point méticuleux comme un bouddhiste. Aussi, son clos nous faisait-il l'effet, dans nos imaginations enfantines, d'un second paradis terrestre où vivaient heureuses, en pleine liberté, toutes les bestioles de la création. Sans compter les oiseaux bruyants et innombrables, de superbes lézards verts, le dos chatoyant et grenu, comme une bourse brodée de perles, se chauffait au soleil un peu partout, le long des muraillettes de pierres sèches étagées en terrasse pour empêcher la bonne terre de glisser. Des lapins ignorants du coup de fusil venaient effrontément galoper et cabrioler à la barbe de leur protecteur. Et dans les crépuscules d'automne, de gros insectes à la silhouette fantastique passaient d'un vol vibrant et lourd sur les nuages pourpres du couchant. Un jour, vaguant dans le clos Saint-Laz, avec l'autorisation du Père Noé, nous trouvâmes un lièvre au gîte, de qui les oreilles diaboliquement dressées nous effrayèrent. Car il y avait vraiment de tout dans ce bienheureux clos Saint-Laz, de tout, même un vieux chêne crevassé où logeait un essaim d'abeilles. Le Père Noé, sans les tuer ni les mettre en fuite, ne savait-il pas parler aux bêtes, leur prenait à chaque printemps quelques rayons de miel, du miel sauvage, du miel d'ours, dont il ne faisait des tartines. Et nous étions fiers, pensez donc, de manger ainsi du miel d'ours. Un après-midi, comme il était en train de faire la moisson de son blé-méteil, le Père Noé fut pris d'un subit malaise. Il appela un voisin qui dut l'aider à regagner la maisonnette, car ses jambes ne le portaient plus. On rentra les gerbes coupées, mais il fallut laisser sur pied ce qui restait. Puisque je n'ai pas pu couper mon blé moi-même, c'est un signe que je n'aurai plus besoin de tant de pain. On lui fit remarquer qu'il y avait sacrilège à laisser périr le bon grain. « Attendez l'hiver, attendez, les oiseaux me donneront raison. » Et comme le Père Noé passait pour un peu sorcier, tout le monde augura qu'il sentait sa faim, qu'il mourrait bientôt et que la saison serait mauvaise. En effet, cette année-là, décembre s'annonça terrible.
Les montagnes d'abord apparurent ourlées de neige à leur crête. Puis, la neige gagna les plaines. Et le vent des Alpes soufflant, des flocons se mirent à tomber, lents et drus. Au bout de 2 jours, quand le temps s'éclaircit, toute la campagne, à perte de vue, était blanche, fossés comblés, haies recouvertes, et sans les lignes de grands noyers, on n'aurait pas pu reconnaître les routes. Un froid dur avec cela, si dur que les rochers mouillés se recouvraient partout d'une croûte de givre, et que tout l'effort du soleil n'arrivant qu'à fondre un peu de neige à la superficie, elle se gelait aussitôt, luisait et craquait sous les pieds comme verre. Un matin, ma grand-mère, qui était prieuresse des pénitents bleus, prit sa chaufferette et sa mante. « Où allez-vous, grand-mère ?»« Garder jusqu'à ce soir le Père Noé, qui est au plus mal, et lui porter une bouteille de vin cuit. » Malgré le froid, malgré la neige, comme le soleil s'annonçait beau, elle consentit à m'emmener. « Et dites-moi, grand-mère, l'hiver, comment font les oiseaux pour vivre ?»« Oh, un peu comme ils peuvent, mon mignon. Ceux qui ont de bonnes ailes s'en vont dans des pays où l'on a toujours chaud, par-delà les mers, en Afrique. Les autres, oui, les autres, ceux qui n'ont pas de bonnes ailes. Oh, eh bien, les autres mangent ce qu'ils trouvent, les baies des buissons, les épis oubliés aux champs. Mais quand la neige cache les buissons et recouvre les champs, alors, que veux-tu? Ils ont faim et ils meurent. » Je me rappelais précisément avoir vu, le matin même, un moineau mort près de la fontaine. Et comme aucun oiseau ne se montrait le long de la route, je fus pris d'une vague tristesse, m'imaginant qu'en effet, ils étaient tous morts. Mais à Saint-Laz, quelle surprise! Sitôt la barrière dépassée, au-dessus du champ des métailles, avec des cris, des froufrous d'ailes, un nuage noir s'éleva. C'étaient des milliers d'oisillons qui, effrayés par notre vue, se postèrent en observation à la cime des arbres. Puis, un se hasarda à revenir, un second l'imita, et d'autres suivirent. Et bientôt, toute la bande s'abattit de nouveau sur les épis noircis et les tiges brouillées du morceau de moisson que le Père Noé avait voulu laisser debout. Ah, les braves petits oiseaux! C'était affaire à eux de secouer la neige qui tenait les chaumes courbés. Ils travaillaient des pieds, du bec, une vraie orgie, un pillage. De tous les coins de l'horizon, friquets, pinsons, chardonnerets venaient pour avoir leur part de l'aubaine, et, se réchauffant à un rayon de bon soleil que laissait entrer la porte ouverte, le Père Noé de sa cabane contemplait cela en souriant. « En voici encore !» « Mais d'où viennent-ils en si grand nombre, monsieur Noé ?» « Figure-toi, petit, que l'autre jour, j'avais donné commission à un merle d'aller publier par toute la contrée que la table était mise ici, chez un vieux fou qui va partir et qui a du blé de reste. La commission, paraît-il, a été bien faite. Mais s'en fourrent-ils les brigands ?» Puis, montrant dans un coin un sac qui n'était qu'à moitié vide, « Mon métail n'y suffira pas. Je vous charge, quand je serai mort, de leur distribuer encore ceci. » 8 jours après, le Père Noé s'était éteint paisiblement. Je m'en allai au Clos Saint-Laz, avec quelques mal peignés de mon âge, pour assister à la cérémonie. La neige avait un peu fondu. Maintenant, sur le chemin, tout le long des haies, des kyrielles d'oisillons ragaillardis piquaient du bec en gazouillant les perles noires des viornes et les grains de corail des aubépines. Regardez-les voler, écoute comme ils chantent, le curé ne leur fait pas peur. Et nous restâmes persuadés, avec raison peut-être, que c'étaient les oiseaux du Clos Saint-Laz, les oiseaux mangeurs de métailles, qui suivaient ainsi le convoi, accompagnant pieusement leur ami jusqu'au cimetière.
C'était Le Chant du Fou, des contes de Provence de Paul Arène. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.